On va maintenant passer à notre première activité. On va nommer ça comme ça, intitulée Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101. C'est un entretien avec François A. Avant de commencer, je vais vous présenter notre invitée ainsi que celle qui va animer la discussion. Alors, l'auteur que nous recevons aujourd'hui est Ákos Verbocsi. Il est né en Hongrie. Ákos Verbocsi est arrivé au Québec à l'âge de 11 ans. Il a été chroniqueur, rédacteur de guides, de discours et de rapports officiels. En 2016, il publie Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101 aux éditions Boréal, un livre à la frontière de l'essai et du récit autobiographique qui propose une réflexion pleine d'humour, de finesse et de tranchant sur l'intégration, l'identité et la diversité au Québec. Salué par la critique et le public, l'ouvrage a figuré pendant 2 ans parmi les incontournables de Radio-Canada. En 2023, il publie La maison de mon père aux éditions Boréal, un roman doux amer au charme irrésistible qui explore les thèmes de la mémoire, de l'exil et de l'appartenance. Paru en France en 2024 aux éditions Le Bruit du Monde, il a été sélectionné au prix des rendez-vous du premier roman, au prix Sangor du premier roman de la francophonie et a remporté le prix Nouvel Apport Métropolis Bleu 2024. Nous avons avec nous Françoise A., qui est professeure de francisation et membre du comité organisateur de la cure. Françoise A. vit à Montréal depuis 12 ans, détentrice de 2 maîtrises en littérature et en études littéraires. Elle a enseigné le français, la littérature française et le français langue seconde. Désormais professeure de francisation, Françoise est membre de la cure afin de militer pour la laïcité, le vivre ensemble et l'universalisme au Québec. Mesdames et messieurs, accueillons Ákos Verbocsi et Françoise A. La petite musique viennoise. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bonjour Ákos, merci d'être parmi nous. Alors, il n'a pas fait d'erreur, mon ami Jean-François Ákos Verbocsi. Oui, c'est comme ça que je m'appelle. C'est pas la vraie prononciation hongroise de mon nom, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai déformé avec les années, fait que Voilà. aucun souci. Alors c'est ça, je m'appelle Ákos Verbocsi, Ah, mais les Hongrois, fait que c'est parfait, c'était parfait, mais les Hongrois m'appellent Ákos Verbocsi. Et ça, j'ai comme perdu parce qu'il y a moi, j'ai perdu mes accents en arrivant au Canada. oui. Il y a des trimas sur le O, sur le A, etc. Mhm. Mais il n'y a pas d'etc. Sur ces deux lettres-là. Et voilà. Donc, Mais c'est vous, le sacrifice que j'ai fait en arrivant ici. donc vous pouvez rester parmi nous, c'est pas impardonnable. Parfait. Et vous tolérez les déformations, voilà. Ça dépend de qui. Non, non, pour vrai, comme on parlait tantôt là sur... j'ai pas cette approche je me vois comme Rigide. une victime du choix de ma mère d'émigrer, de Voilà, quitter son pays. exactement. Je peux pas me plaindre de ma vie. Parfait. Ben justement, Au vous en contraire. parlez d'intégration, d'identité, c'est fascinant. Je vous reconseille cette lecture Rhapsodie québécoise. C'est un ouvrage très touchant où vous parlez justement de... C'était quand même une gageure de s'intégrer ici, d'apprendre le français. Vous étiez préadolescent, vous vous racontez beaucoup d'anecdotes très drôles sur ce parcours. Et vous dites justement, qu'est-ce que vous avez perdu? C'est pas justement juste des trémas, c'est pas juste l'intonation, mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous faites l'équilibre? Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce que vous avez gagné? Est-ce que vous raisonnez ainsi ou vous vous dites, je suis chanceux, puis c'est tout? Ben, non, je fais un bilan de ma vie simple en disant que tout compte, au final, j'ai eu une vie assez facile. Oui. Cela dit, c'est sûr que j'aurais pas dit ça à 11 ans, au moment où j'arrive au Québec, à Montréal, à Côte-des-Neiges, dans une école euh, où je connais pas la langue, où je connais pas, où je suis dans un milieu très multiculturel et tout le monde vient d'ailleurs et que je me sens très différent. Et probablement mes camarades aussi se sentaient différents à leur façon. C'était peut-être il y avait une réalité partagée de ce point de vue-là. J'étais pas, fait que c'était pas
facile parce Mmh. que j'étais pas, parce qu'il y avait le grand choc culturel que vous imaginez, avec un discours parental et sociétal qui disait: «Ah, ben pour les enfants, c'est facile l'intégration». Mmh. Hein, il y a beaucoup de ça qu'on entend. Mmh. Comme si l'enfant, on pouvait lui faire n'importe quelle épreuve. Puis ceux qui sont parents, ils changent de prof d'éducation physique, puis c'est le drame à la maison, là. Mmh. Fait que, Mmh. imaginez changer de pays. Imaginez changer de pays en 1986, Mmh. euh, où, où tourner la page est beaucoup plus radical qu'aujourd'hui. Mmh. On, on arrivait à Mirabel, descendait de l'avion, puis on ne savait plus ce qui se passait dans notre pays d'origine. Il n'y avait pas les... je n'ai pas besoin de vous le dire, mais je le dis quand même, il n'y avait pas les mêmes moyens de communication. On ne savait plus c'était quoi, qu'est-ce qui se passait dans la politique chez nous. On ne savait pas qui allait comment dans nos entourages, nos amis, notre famille. On pouvait parler au téléphone de temps à autre. Pour ceux qui avaient vécu cette époque-là, c'était très, très cher, un appel interurbain. Là, on n'imagine pas ça aujourd'hui parce que non seulement on peut appeler n'importe qui, n'importe quand, mais pour vous dire vite, c'est gratuit. En tout cas, dans notre esprit, c'est gratuit. Et alors que nous, on avait budgété 2 appels téléphoniques à ma grand-mère par mois. Mmh. Et là, on avait une ordre du jour. On Mmh. n'appelait pas ça comme ça. On avait une ordre du jour des sujets. Puis ma mère disait, il faut que tu dises ça, 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 ça. N'oublie pas de dire que ça va bien à l'école. En fait, n'oublie pas de dire que ça va bien ton intégration. Bah oui, Et assuré. c'est ça pour rassurer. Oui. Et, et, et donc, tout ça pour dire Ouais. que l'intégration venait avec son lot de difficultés, Mmh. mais ça, en fait, le départ arrivait avec son lot de difficultés, Mmh. mais qui faisait en sorte que on était poussé à nous intégrer de manière plus naturelle que Oui. probablement les immigrants qui arrivent aujourd'hui, qui ont accès à la télévision de leur Mmh. pays d'origine, à leurs journaux, à leurs amis, on peut arriver à Montréal sans vraiment être partie de son pays Mmh. d'origine. Et est-ce que vous pensez que c'est salutaire finalement d'être coupé? Parce que c'est ça, vous parlez de la rupture, de la déchirure que cela représente, mais c'est aussi cela vous a obligé à vous intégrer. Donc, est-ce que vous préconisez une forme de rupture par rapport au pays d'origine pour faciliter l'intégration? On Ouais, compare 2 époques différentes. ouais, Peut-être c'est c'est vrai. pour dire qu'on ne peut pas, je dis des affaires Mmh. pertinentes Mmh. dans mon livre sur mon intégration, Mmh. mais on ne peut pas prendre comme modèle Mmh. le parcours qu'ont eu les immigrants il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans pour réfléchir les politiques Mmh. d'immigration et d'intégration d'aujourd'hui. Mmh. On ne vit pas dans la même époque Mmh. et on ne coupera pas Internet aux immigrants. Bon, fait que, il faut le réfléchir autrement. Et c'est ça, donc c'est un défi encore plus grand, vous diriez, aujourd'hui, parce que c'est ça, le fait que les immigrants trouvent facile de garder le cordon ombilical, on va dire, avec le pays. C'est un défi encore plus immense que celui peut-être que vous avez affronté vous-même. Tout à fait. Et Mhm. peut-être le dire autrement, à l'inverse aussi Mhm. pour Mhm. les gens qui viennent nulle part, là, les Québécois. Euh, euh, Eux aussi, ils ont les technologies, le monde d'aujourd'hui est aussi plus large que ça Oui. a été il y a 30-40 ans. Mhm. Euh, on est, puis on constate quand on regarde les habitudes de consommation culturelle Mhm. des générations d'aujourd'hui, Mhm. ils ont cette accessibilité aux produits culturels euh, étrangers Oui. qui n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, c'est omniprésent, Mhm. a aussi fait aussi en sorte que, que, la connaissance de ce qui se fabrique au Québec en Mhm. matière de films, de littérature, de musique, Mhm. est beaucoup, se retrouve plus difficilement devant Mhm. les yeux et dans les oreilles des, euh, des générations d'aujourd'hui. C'est Donc, il faut prendre en compte ça aussi quand on imagine le Québec de demain.
C'est ça. Donc on voit aussi, c'est ça, le Québec, les Québécois, on parle du gouvernement, de toutes les initiatives, toutes les lois qui existent, notamment justement la loi 101. Euh, et on se dit que l'intégration vient aussi, bien sûr, de l'immigrant. Qu'importe ce que le pays d'accueil fera, si la motivation de l'immigrant n'est pas là, si le désir de s'intégrer n'est pas là, ça ne sert à rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce Ouais. qu'il faut faire de plus? Ouais, ça prend une volonté de Ouais. de s'intégrer. Et Mhm. après, il faut définir c'est quoi s'intégrer. Puis s'intégrer à quoi? Euh, tout le monde n'a pas la même idée de ce que c'est que de s'intégrer. Et d'ailleurs, c'est même pas défini dans nos politiques officielles, hein, l'intégration. Parler français, c'est un détail, c'est très important, Et mais parler français, ouais. certainement. Mhm. Dans Rhapsodie Oui. québécoise, je raconte une série Mhm. d'anecdotes, d'histoires pour Mhm. raconter mon arrivée au Québec, mon intégration. Mhm. Je raconte un peu comment je suis devenu québécois. C'est ça un peu le point de départ. Je voulais raconter euh, que, que finalement, un peu malgré moi, je suis devenu québécois. Mais malgré moi. C'est pour répondre à votre question. euh, L'avez-vous voulu? L'avez-vous c'est- cherché? c'est- c'est- Ouais. alors, oui, il y a à certains moments donnés, on fait des choix dans notre vie qui clairement a fait en sorte que je suis euh, qu'aujourd'hui, je peux me dire québécois. Mhm. Euh, mais c'est pas si simple que ça que de les identifier, ces moments-là. Mhm. Dans tout ce que chaque anecdote, les 40 petites histoires, car je sais, Mhm. 10 chapitres, en tout Mhm. cas, de ce livre-là, racontent toujours à leur façon une autre Mhm. façon où je me suis rapproché de cette Mhm. identité Mhm. que je réclame aujourd'hui. Oh. Mais je ne le réclame pas non plus de manière, comment dire, je suis québécois d'origine hongroise. Je suis pas, je prétends pas que je suis québécois de la même façon que quelqu'un dont les ancêtres ont bâti le pays ici, défriché les terres de l'île d'Orléans. Mhm. Mais je partage euh, une his- mon identité inclut l'histoire qu'il y avait au Québec avant mon arrivée. Mhm. Et, et, et pourquoi? Parce que oui, j'ai fait cette rencontre-là avec la langue française. Mhm. Certainement, je ne serais pas ici. On ne pourrait pas se parler si je parlais pas. On ne pourrait pas s'entendre Mhm. si je parlais pas français. Si, euh, mais euh, c'est pas. Ce que je veux dire quand on parle d'intégration, c'est qu'il ne faut pas croire qu'il y a une recette magique, Oui. il y a pas, tu sais, à un moment donné, j'ai pas vu Une illumination. une illumination avec René Lévesque qui descend, puis je dis, ah ben voilà, c'est ça mon moment, René Lévesque. c'est maintenant Oui. que ça se passe. L'inscription. Ça commençait peut-être dans la classe de Monsieur Nicolas, Oui. qui a dit, mon petit Hongrois, assis-toi ici, puis voici comment on prononce les R ici, on les roule pas ici. Bon, j'ai arrêté de les rouler pas du jour au lendemain. Ben Au voilà. bout c'est drôle parce que j'ai des amis qui m'ont connu. J'ai des amis aujourd'hui qui m'ont connu avant que je parle français. C'est intéressant. Puis ils disent, ben, je me souviens, tu roulais tes R, puis que tu comprends, puis ben, tu mélangeais tes masculins, féminins, que je mélange encore un peu aujourd'hui, surtout au pluriel féminin. Ça me rentre pas comme dans mon cerveau de hongrois. Et fait que ça commence par des petits gestes. Mhm. Découvrir euh, 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 l'histoire du Québec. En fait, je résume ça à 3 rencontres. Oui. Je ne vous laisse pas beaucoup d'espace, hein. C'est vous, là. C'est bon? Allez-y, allez-y. C'est bon. Les gens ne m'écoutent pas moi, c'est vous. C'est très bien. Je suis sûr qu'on pourrait inverser nos rôles aussi. Non, je suis convaincu qu'on pourrait inverser notre rôle. C'est-à-dire que chacun a une rhapsodie, une histoire à raconter sur... Une symphonie, une mélodie, qu'importe. Mais il faut que ce soit harmonieux, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui fait l'harmonie, c'est ça? Qu'est-ce qui fait la greffe? Mais ceux qui savent Oui. un peu la musique
C'est quoi une rhapsodie? Oui, hongroise. Une rhapsodie hongroise, c'est les plus belles, évidemment, mais une rhapsodie en soi, Et ça, c'est du nationalisme Oui. déplacé. c'est du... En fait, Oui. parce qu'on ne peut pas sortir Non. nos fiertés. Puis ça aussi, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que les gens arrivent ici. Évidemment, c'est un cliché avec un bagage, Oui, mais on ne peut pas... non. on est... Notre première éducation, Mhm. notre culture, les premières rencontres qu'on a faites dans notre vie, ce qu'on nous a transmis Mhm. à petite école, ce que nous a transmis nos parents, ça reste avec nous toute notre vie, qu'on le veuille ou pas. Moi, je pense pas que c'est un problème dans mon cas. Mhm. Fait que je peux dire que la rhapsodie hongroise, c'est pas mal. Et c'est une rhapsodie, c'est des styles musicaux, des mouvements différents qui finissent par former quelque chose d'harmonieux. Mhm. Fait que bon, c'est un peu le petit... je me trouve futé avec mon... Mais, euh, C'est une belle métaphore, ouais. c'est ça, mais ça a été bancal avant de... Et Est-ce que vous mais l'acceptez? ça peut marcher. Ça, C'est ça aussi ça. que je voulais dire dans ce livre-là, c'est que Mhm. c'est possible, Oui. l'intégration. Euh, et, et ça s'est fait dans mon cas, finalement, on peut résumer ça à 3 rencontres. Mhm. C'est mon petit... c'est la façon que j'ai fini par résumer ça, mais que je ne faisais pas encore dans le livre. C'est juste en parlant de ce livre-là que finalement, je me suis dit, ah oui, OK, comment je suis Mhm. devenu québécois? Parce que les gens, au final, Mhm. me posent la question. Puis, euh, la rencontre avec la langue française, Mhm. qui m'a été imposée, hein, on n'a pas besoin ici de le rappeler que le Ouais. français a été imposé aux immigrants, en tout cas au primaire et à l'école secondaire, ce qui a fait en sorte que j'ai appris le français et que c'est devenu la langue dans laquelle j'ai réussi à faire ma vie. Qui n'était pas le cas des immigrants, la vaste majorité des immigrants qui arrivaient avant Mhm. la loi 101. J'ai fait une deuxième rencontre qui est celle avec le Québec, avec une culture. Mhm. Dans toute sa complexité. Moi, j'aime bien cette formule d'Annie Laferrière, c'est que la culture, c'est quoi? C'est tout ce qui structure une société. Mhm. Fait que c'est pas juste Gilles Vigneault, mais Gilles Vigneault en fait partie. C'est la langue commune, mais c'est des codes. Mhm. C'est une histoire commune. C'est une sociologie, c'est des façons de faire, des façons de vivre, ce qui fait en sorte qu'une culture québécoise n'est pas la même chose qu'une culture en Ontario, aux États-Unis ou en France. Et que cette culture-là aussi, je le comprends comme quelque chose aussi pluridimensionnel. La culture sur le plateau Mont-Royal, c'est pas la même chose qu'aux îles de la Non. Madeleine, puis d'un quartier à l'autre. Mais il faut, je pense, définir cette culture en intégrant toutes ses composantes et en Mhm. comprenant aussi Mhm. que c'est toujours en mouvance. Mhm. Que c'est pas un cadre défini, puis voici la culture québécoise, puis on va transmettre la culture québécoise, puis la culture québécoise, Jules Non. Vigneault, René Lévesque, Plume Latraverse, puis le Canadien de Montréal. Hein. Mhm. Et que en dehors de ça, non, il y a des gens qui arrivent, qui Mhm. font bouger cette culture-là. Les temps changent, ça fait Mhm. bouger des cultures. Le monde change, Mhm. ça fait bouger ce qu'est une culture. Mhm. Mais je pense qu'il y a moyen de s'entendre pour dire que, grosso modo, la culture québécoise, c'est dans cet espace-là. Mhm. On peut en faire des colloques très longtemps pour savoir, euh, pour débattre de ces questions-là. Mhm. Mais on peut quand même dire qu'un immigrant intégré, c'est quelqu'un euh, qui, 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 Qui aime le qui Québec, parle, oui. qui parle le Oui, français, au moins. Vous qui... parlez très bien d'ailleurs. On voit les progrès depuis le temps à l'école où vous avez essayé désespérément d'expliquer le vol de votre montre, etc. Mm. Et vous avez dit là, pour défendre mes choses, il faut que j'apprenne à
à Oui, parler c'est une français. question J'espère que temps. c'est plus la raison principale, Non, mais heureusement. Oui, ça en fait partie, mais oui. quelqu'un qui voit son avenir au Mmh. Québec, qui comprend son passé, est plus intégré que celui Bien sûr. qui méprise cette culture-là. Mmh. Et quelle est la Quelqu'un qui 3e vit rencontre? Pardon. quelqu'un qui vit dans la mixité, Oui. heu, est plus intégré que quelqu'un qui vit, dans sa communauté seulement. Donc on peut quand même imaginer des politiques culturelles, heu, où, qui reprennent ces idées-là évidemment, partage d'une langue commune, d'une culture commune dans toute sa diversité et la vie une vie commune dans une, mixité, dans Un ou pluralisme peut-être aussi? dans un plus mais en fait, c'est dans les parce que j'ai pas fini mon idée sur les Mmh. rencontres là, mais je Mmh. disais que j'ai rencontré Mmh. une culture, une langue, mais j'ai rencontré des gens, Mmh. des personnes, des gens qui m'ont fait sentir ici chez moi. Mmh. On peut très bien triper sur la culture japonaise, puis apprendre le japonais, puis connaître le cinéma japonais, puis les mangas, puis la littérature, puis apprendre le japonais, puis, heu, comprendre cette culture essayer de comprendre cette culture dans toute sa complexité. S'il y a pas des Japonais au Japon qui nous disent que nous sommes japonais, que nous sommes bienvenus là-bas, ben, on n'est pas japonais. Mmh. Et donc, cette composante d'être accepté, heu, même si on vient d'ailleurs, heu, qui vient avec qui demande à ce qu'on vive dans des espaces partagés, Mmh. c'est-à-dire que pas chacun dans son école, dans son lieu de travail, qu'on sorte du communautarisme, et qu'on crée qu'on trouve ça normal de vivre dans des espaces partagés où Mmh. ça c'est aussi un élément que je mets de l'avant pour, heu, pour arriver peut-être, dans des termes un peu plus concrets de ce qu'est l'universalisme Mmh. climatique d'aujourd'hui, Mmh. c'est que il faut que heu, c que ce vivre ensemble qu'on appelle soit, heu heu, soit réellement, heu, puisse être vécu au quotidien par les gens. Puisse être voulu aussi peut-être, parce que ce qui est extraordinaire dans votre parcours quand on lit votre ouvrage, c'est qu'on se dit que si vous aimiez la facilité, vous auriez resté dans votre quartier anglophone, votre famille et votre mère et votre sœur s'étaient penchées plutôt du côté anglophone. Tout vous poussait là, parce qu'il y a aussi l'intégration dans le Québec anglophone, c'est très, très différent du Québec francophone. Mais vous racontez justement les gens, la rencontre avec les gens, vous parlez du club d'escrime où ils vous ont dit, oui, il est des nôtres, c'est extraordinaire, ils vous ont accueillis. Et il n'y a pas eu comme cet accueil du côté anglophone? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes allé dans l'autre camp? Non, Oui. la communauté anglophone est très, très accueillante, hein, avec C'est les bon? immigrants, mais oui. C'est bien? J'avais Oui. mais c'est mais ils sont dans un autre Ouais. espace, Ils sont dans une autre c'est dans un autre planète. espace, imaginaire où, Oui. c'est très facile de devenir anglophone au Québec. Ben voilà, Ça demande aucun effort, ben, alors que devenir québécois, ça demande un effort supplémentaire. D'où mes convictions indépendantistes. Je pense que, il serait plus simple au Québec de, de vivre ensemble, d'arriver à ces 2 objectifs que j'ai dans le cœur, que peut-être on partage ici, c'est de faire en sorte que dans 25, 50, mmh 100 ans, on vive encore dans cette société originale de langue française, mh. heu bâtie sur une histoire commune, heu heu, su sûre d'elle-même. Mmh. Et l'autre objectif, c'est que ça se fasse, dans l'harmonie, que ça se fasse dans une, peut-être un peu rhapsodique, mais qu'il y a un vivre ensemble, qu'on ne se tape pas sur la figure, et ça, pour ça, il faut partager une langue, il faut partager une culture, il faut Mmh. partager des espaces, Mmh. communs. Voilà. Commun Donc communs? Communs? Espaces des espaces communs.
commun. C'est correct. On va pas... Parce que j'ai l'espace... pas de stylo rouge, heureusement. Oui, oui, j'ai mon temps. Non, non, c'est pas nécessaire, mais c'est quand même, je salue votre assurance d'écrire en français. C'est-à-dire, vous parlez on va parler brièvement de votre autre ouvrage aussi très touchant, La maison de mon père, où vous parlez à vos amis que vous retrouvez en Hongrie. Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire en français? Est-ce que pour vous, c'est un sentiment d'appartenance? C'est C'est ça. une manière de dire je suis québécois d'origine, mais je suis québécois? Est-ce que... Parce que dans La maison de mon père, je Ouais. raconte une anecdote qui est arrivée pour vrai. C'est que je suis avec mes amis d'enfance. Puis là, ils sont comme, j'ai écrit un livre, C'est le je je suis suis devenu écrivain. quelqu'un, mais Eh oui, eux, tout ce qui... Ouais, mais t'écris en français. Eux, c'est ça qui leur monte pas dans la tête. oui, oui. Euh, Il est fou. Oui, ouais. oui, complètement. C'est- Si je peux parler un peu de Bien La maison sûr. de mon père, Oui. que j'ai écrit donc il y a 2 ans, Mhm. il y a 2 ans, qui est un roman, qui est une autre façon finalement, que j'ai eu de parler de l'identité, Mhm. qui raconte le retour au pays. Mhm. Après que j'ai expliqué comment je suis devenu québécois, mais finalement, j'ai raconté d'une autre façon comment, au fond, je suis resté hongrois. Mhm. Et, et, et je raconte un retour au pays où le personnage qui arrive, qui me ressemble beaucoup, Mhm. qui va chercher ce pays de ses ancêtres, le pays de son père, qui maintenant il est mort, Mhm. et que c'est un homme qui, qui est mort dans la misère dans son pays, mais ce pays, il l'a aimé jusqu'au C'est bout. C'est un vrai viscéral. patriote, Ouais. viscéral. Mhm. C'est un homme qui cultivait beaucoup le culte de sa culture, de ses ancêtres, de son histoire. Mhm. Et, euh, et c'est aussi une figure euh, qui, de celui qui reste, de Mhm. celui qui ne quitte pas son pays. Mhm. Et dans ce livre, on rencontre ce personnage-là par le souvenir de son enfant, de son fils, mais on rencontre des gens, Beaucoup. des Oui. Hongrois d'aujourd'hui qui ont en commun le fait qu'ils sont restés, Ouais. qui vivent dans le pays où ils sont nés Mhm. et probablement ils vont mourir dans le pays où ils sont nés. Et ça, c'est 87% de l'humanité. Hein? On parle beaucoup de migration, d'immigration, de réfugiés, mais la réalité, c'est que la très grande majorité des gens ne quittent pas leur pays. Mhm. Et je voulais explorer l'attachement qu'ont les gens à leur pays d'origine, à ceux qui ne quittent pas, ou qui ont quitté, qui reviennent, Mhm. ou ceux qui veulent partir, mais qui n'ont pas le courage, les moyens, la possibilité de partir. Ou surtout, comme mon père, qui n'ont même jamais réfléchi, n'ont même pensé à partir, à quitter leur pays. Ça ne fait pas partie de des possibilités. Ils sont là, chez eux. C'est pas c'est un homme qui n'a même jamais quitté son pays comme touriste. C'est quand même fou, hein? Mhm. Et, et, c'est- et le livre, il est dédié au début des livres. Bon, il faut mettre une petite dédicace et tout ça. Fait que moi, le livre, c'est dédié à ceux qui restent, Mhm. ceux et celles qui restent. Mhm. Et, 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 et aussi voir l'immigration et peut-être réfléchir l'immigration si on veut penser nos politiques d'intégration, mais il faut penser à ceux qui sont ici depuis toujours, Mhm. à ceux qui restent, à ceux qui voient leur pays, leur ville changer, Mhm. à qui on demande peut-être d'accommoder les gens qui arrivent, De les accueillir. de les accueillir et au nom de l'accueil, mais ils doivent peut-être renoncer à des choses qui sont importantes Mhm. pour eux. Mhm. Fait qu'on ne peut pas réfléchir, imaginer des politiques d'immigration et des politiques d'intégration sans prendre en considération ceux qui restent, ceux qui sont ici depuis toujours. Et, euh, et je dis depuis toujours, on parlait, Muriel, de dire on est un immigrant depuis quand? C'est assez paradoxal parce que les migrants, ils disent je vais te considérer comme, je veux pas qu'on me ramène à mes origines d'immigration. Puis de l'autre côté, on dit on est tous des immigrants au Québec. Fait
souvent les mêmes gens qui disent ça. Euh, et, et, et je pense qu'une des avenues peut-être pour réfléchir euh, ces politiques-là, c'est que c'est en attendant le grand jour de l'indépendance, là, On comprend, oui. c'est d'être conscient de son statut de minoritaire, mais d'agir comme des majoritaires. Et ça prend du courage politique, ça prend une volonté, et je pense qu'il y a des gens autour de nous qui sont peut-être plus courageux que moi pour affirmer ça sur toutes les tribunes. Mais je suis quand même venu ici pour vous dire ça. Parfait. Ça tombe bien, le drapeau est là. Mais pour revenir à... Il y a un itinérant qui vous a abordé pendant votre tour en Hongrie, qui vous a intimé de choisir, qui vous dit non, la patrie, c'est ta patrie et tu ne l'oublies pas. Moi, j'aimerais, est-ce que vous êtes parvenu au bout de votre réflexion? Est-ce qu'il y a assez de place dans un cœur pour deux patries? Oui. Moi, il faut pas... Ça, c'est un piège. Hein? Si on dit aux gens qu'il y a juste une façon d'être québécois, ou québécois, c'est juste une façon de... On ne peut pas avoir deux patries, deux pays. On va trébucher assez vite parce que dans le cœur même des immigrants les plus intégrés, qu'il y a une part d'autres en soi. Et que, de toute façon, cette identité-là, comme toutes nos identités, c'est un peu en mouvance. Hein? Comment on se décrit aujourd'hui, comment on se décrit plus tard dans notre vie, c'est en fonction de toutes nos expériences, de nos sensibilités. De beaucoup de choses. Et voilà. Aussi en fonction des gens à qui on parle. Voilà. Donc, une identité se définit aussi en fonction de notre public. Et oui, il faut accepter qu'on puisse être québécois de différentes façons. Mais le but, justement, c'est peut-être d'espérer qu'un immigrant cesse de se sentir étranger, qu'il se sente, comme vous dites, je suis québécois. Et c'est nourri de plein d'influences positives ou négatives aussi. Mais moi, je voudrais vous demander, est-ce que ça vous gêne si on vous décrit comme un immigrant parfait? Et est-ce que vous pensez que les immigrants doivent essayer d'être parfaits pour se faire accepter? Mais j'aime qu'on me dise que je suis parfait. Ah oui, bien sûr. Mais vous êtes gâté, c'est le cas. Vous êtes parfait. Voilà. C'est facile de voir un microphone comme ça. Là, nous sommes ici pour nous se montrer, flatter, nous complimenter. Oui. C'est bon pour l'ego. Le problème avec d'être un immigrant parfait, c'est qu'on pense que c'est qu'on devient une sorte de barème. Puis en deçà de quoi, tout le monde est un échec des politiques d'immigration. Et je veux dire, je connais... les gens, ils ne connaissent pas... il faut être aussi certain, il faut être exigeant, mais il faut être indulgent par rapport à nos attentes. Puis que c'est un processus long. C'est un processus d'arrivée, c'est un long chemin. Je le dis à la première page de Rhapsodie québécoise, un conseil à l'immigrant. Je dis, il ne faut pas être susceptible, il ne faut pas être impatient. Oui. Si la vie et la vie d'intégration en particulier est parsemée de moments où il est possible de se décourager, d'être une victime, il faut pas être impatient. Puis l'image, c'est comme démarrer une voiture... manuelle. Non. Dans une tempête de neige. Là. Ah, je pense. On la réchauffe 2-3 minutes, puis après, bon... il faut pas vouloir partir trop vite. Mais de l'autre côté, ça devrait pas être une excuse pour pas être exigeant. J'ai peut-être un meilleur mot pour ça, mais envers les migrants, c'est que il faut pas s'excuser
d'envoyer une lettre d'Hydro-Québec en français à un immigrant qui vient d'arriver. C'est comme, c'est normal, c'est la langue. Il y a des applications de téléphone pour traduire ça. Il peut demander ça à un voisin, un ami. Il peut aussi deviner que le chiffre qui est là, c'est probablement le montant qu'il faut qu'il envoie. Je veux dire, ils sont pas idiots non plus, les immigrants. C'est aussi, quand je disais tantôt, agir comme majoritaire, de ne pas s'excuser, c'est aussi des choses aussi simples qu'on n'a pas réussi à mettre en place. Hein? Que le ministre dans la dernière grande réforme de la langue française, il voulait instaurer les documents administratifs, l'envoi des documents administratifs en français. Puis là, finalement, c'est devenu 6 mois. Puis là, c'était un piège. Parce que là, qu'est-ce les gens ils ont dit? Ils ont dit, « Ah, mais vous voulez que les gens apprennent en 6 mois le français? » Ben non, c'est un piège. Il fallait que ça soit en français jour 1. Et il apprendrait le français le temps que ça lui prendra, mais le message, il est beaucoup plus clair. Le message, c'est pas « Ça se passe en anglais en attendant que tu veuilles bien apprendre notre pauvre petite langue de chez nous. » Bon, fait que, quand je dis il faut s'affirmer, c'est ça, puis de ne pas s'excuser de ce qu'on est. Puis une autre chose d'anecdote que je raconte dans Rhapsodie québécoise, qui a beaucoup aussi joué qui m'a aussi permis de me dire québécois. C'est ces gens que j'avais vus en conférence comme ça, quand j'étais au cégep, à l'université, des Pierre Falardeau, des Michel Chartrand, même, je me souviens, là, je lisais les éditoriaux du Devoir voyons, la fondatrice de cette affaire-là ici, là, Lise Bissonnette. Puis moi, je me souviens à quel point je trouvais, là, mon Dieu, quelqu'un qui est aussi affirmé, aussi clair, aussi sûr de ce qu'elle dit. Moi, ça m'impressionnait. Mais l'autre chose qui a changé, c'est qu'on n'est pas à la même époque non plus. Moi, je suis arrivé, moi, je suis arrivé à l'UQAM en sciences politiques à l'automne 95. À l'UQAM, oui. C'est sûr que j'ai voté Quelque chose. lui, 2 mois plus tard, là, tu sais. C'était... Et c'est... C'était correct. Là, je m'en suis pas... je m'en plains pas, mais c'est aussi... quand je dis que le monde change, c'est aussi, on n'est pas dans le même univers. Il faut pas, il faut pas réfléchir notre politique, ça fait 4 fois que je le répète, en s'appuyant sur ce qui a marché en 98. C'est pas la même, on n'est pas dans le même, on n'est pas la même époque. On n'est pas, la société change, la société a changé, et voilà. Mais je vous écoute. Oui. Mais peut-être vous. Mais on voit bien tout ce que vous dites, le discours passionné que vous avez sur le Québec, les découvertes intellectuelles, culturelles, etc. C'est-à-dire, le Québec est ouvert, le Québec est là, le Québec nous accueille, tant mieux, mais nous sommes peut-être la preuve que le Québec n'est pas xénophobe, n'est pas raciste. Que diriez-vous à ceux qui pensent le contraire? Mais au Québec, il y a des racistes, des xénophobes. Mais ça ne définit pas. On voit bien que ça ne définit pas la preuve. Oui, mais c'est pas... Écoute, moi, on me dit que... Non. C'est que je vais finir ma pensée parce que c'est quand même important de bien le dire. On peut trouver des gens pas fins au Québec. Désolé de vous l'apprendre. On va s'en remettre. Oui. Mais de dire que le Québec n'est pas accueillant. Je veux dire, ils disent la CAQ est un gouvernement anti-immigration. Mais ça, là, c'est comme quelque chose qui revient. Mais depuis que la CAQ est là, il y a eu comme 700 000 immigrants qui ont été accueillis au Québec. C'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu, en fait, un gouvernement aussi pro-immigration, si on se fie à ce critère-là, au Québec.
Et il n'y a pas un organisme, un lieu, un ministère où il n'y a pas des politiques d'intégration, puis des journées multiculturelles, puis de la francisation, puis que ce n'est pas dans la mission même de tous les organismes partout d'accueillir, de montrer qu'on est ouvert, tout ça. Et je pense qu'on se perd là-dedans parce que Et vous trouvez que nous en faisons trop? Parce que beaucoup de mes élèves me disent que très peu de pays accueillent ainsi les immigrants. non, mais c'est gentil d'être gentil. Je veux dire, c'est pas... Oui, mais on espère des résultats. Bon, mais c'est Voilà, ça. c'est ça. En fait, on fait ces politiques-là depuis suffisamment longtemps, plusieurs décennies, pour examiner si ça marche ou pas. Puis les gens qui défendent ces politiques-là, le fameux politique d'interculturalisme, ben, c'est quoi les résultats? C'est quoi les résultats sur le pourcentage de jeunes qui parlent français, qui utilisent le français, qui aiment le français, le pourcentage de jeunes ou de gens de toute génération qui connaissent la culture québécoise, qui ont envie de partager ça, qui vivent dans la mixité. Bon, mais il y a des critères. On peut aller voir si ça marche ou pas. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a des choses qui marchent, mais il y a des choses qui Malheureusement. marchent pas. Et qu'il y a des grands... Il y a des grandes réformes à faire, là. Et puis, vous parlez de la politique, mais aussi peut-être de plein d'autres structures sociales. Est-ce que vous pensez à quel point on peut aller loin dans la coercition, dans l'imposition des lois? On ne peut pas obliger les gens à aimer le Québec non plus. On peut... Non, mais on peut les obliger à recevoir le papier en français. Oui, oui. On peut les obliger à fréquenter les cégeps en français aussi. On peut leur présenter des anglophones. C'est pas... Ben, je parle des cégeps en français, qui sera pour moi aussi normal que le secondaire et le cégep. Mais les garderies, Bah oui, CPE, finance ça. Ça peut être l'exigence numéro 1, que ça se passe en français à 3, 4, 5 ans dans la vie d'un enfant. C'est quoi? Au nom de quel droit de l'enfance ils ont le droit à une éducation bilingue, trilingue à 3 ans? Et de un, et si un parent veut envoyer son enfant dans une garderie, puis veut que son enfant, ça se passe dans sa langue maternelle, qui est le français, c'est quand même un droit assez fondamental. Mais pour ça, ici... il faut avoir du courage. Si on veut que nos politiques fassent plaisir à Rimel Coury puis à Radio-Canada, ça ne marchera pas. C'est la raison. Nous ne l'avons pas invité. Nous avons préféré vous inviter, vous. Mais je pense qu'il faut l'inviter. Moi, j'aimerais bien discuter avec Rimel Coury. Oui, bien sûr. Non, parce que c'est gentil d'être gentil. Hein? Je l'ai dit. Puis... Est-ce que c'est droit comme un dicton? Non, je pense que j'ai jamais dit ça avant aujourd'hui. Là, c'est ça, un artiste. Mais on ne vous croit pas toujours. Oui. Mais c'est que on peut toujours trouver... Oui. Vous m'avez demandé, est-ce que le Québec a du racisme? Oui. Il y a suffisamment de choses déplorables au Québec pour que Rimel Coury puisse écrire 3 chroniques là-dessus par semaine. Il y a Nicolas aussi. Ces jours. Je veux dire, je peux toujours prendre un exemple où ça ne marche pas bien et dire, regardez comment c'est déplorable. La réflexion à faire toujours, c'est est-ce qu'on est devant un exemple qui est marginal ou qu'on peut généraliser? C'est toujours ça. Quand on est devant un problème, OK, ce problème-là, est-ce que c'est un détail ou c'est quelque chose qui se passe souvent? Et deuxième question, c'est quoi la tendance? Est-ce que ce détail-là est en train de s'agrandir, de se généraliser ou non, c'est en train de baisser? Et je pense qu'il faut regarder ça sur les actes racistes ou antisémites. Est-ce que c'est en augmentation, en diminution? Ça se peut que, je ne sais pas, mais il faut
C'est ça que j'aurais envie de dire à quelqu'un comme Rimi Kouré, qui d'ailleurs écrit très bien, hein, elle a une belle plume. Ces cas-là, est-ce qu'on est devant, est-ce qu'on peut généraliser ou pas à partir de ça? Et qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour s'améliorer? Bon, je suis toujours pour s'améliorer. Mais il y a une limite aussi on a parlé beaucoup de la... comment il disait ça? De créer l'identité de l'autre, là. Attendez. Vous savez, ce député d'Antique, Haroun, Oh non, il a dit, on On est- définit l'autre, mais il a dit ça autrement. Comment? oui, mais il s'est pris une volée pour ça, donc ça va, on va pas. Ça a été la construction de La l'autre. construction de l'autre. C'est la construction de l'autre. Je pense que c'est un concept qui, je pense, est important parce que c'est vrai qu'on peut construire l'autre à la positive ou à la négative. Puis moi, ce que je raconte dans Rhapsodie québécoise, c'est que moi, je l'ai vu, la construction de l'autre, mais l'autre étant le Québécois. En arrivant On dans est une toujours rue l'autre de où quelqu'un. oui, C'est- et on est toujours l'autre de quelqu'un Ouais, on est- et que assez vite, on m'expliquait que Québécois de souche était sur le Les était BS, raciste, oui, il était sur le sur le BS, BS, puis il était ouais. inculte. Il ne peut Ça, pas c'est parler l'autre. français. Oui, il ne peut pas Bon, parler fait que français. là, il a fallu que Ouais. je franchisse quelques frontières pour voir que, bon, finalement, ils ne sont pas si pires que ça. Ouais. Ils sont pas, il y en a... Heureusement, c'est. Fait que la construction de l'autre, ça se fait dans tous les sens. Il faut se méfier de ça. Et la construction de l'autre se fait aussi de manière dans l'optimisme, dans la positivité. Il y a, quand on regarde des portraits d'immigrants, puis j'en ai eu de ces portraits-là dans des documentaires, puis toutes sortes de tribunes où je suis l'immigrant parfait, justement, et on construit l'autre aussi, parce qu'on dit, regardez, les immigrants, ils sont comme Akos Verbocci, ils sont tous intégrés, ils connaissent Jules Vigneault, l'histoire, ils veulent tous le meilleur pour le Québec, et donc, on construit aussi un immigrant un peu idéalisé, et c'est peut-être pour ça que j'aime pas être Non plus. un immigrant parfait, parce que bon, j'aime pas être instrumentalisé, mais en même temps, je veux pas non plus... J'accepte aussi d'aller dans ces tribunes-là à jouer l'immigrant parfait pour montrer que l'intégration, c'est possible, que l'intégration... que c'est correct d'accueillir des immigrants. Mais c'est un devoir collectif. Quand Mais on c'est un devoir, une mission collective, c'est une implication. Et quand vous dites justement le danger de construire l'autre, c'est aussi de se dire qu'on l'idéalise ou on va lui trouver toutes sortes de défauts. C'est toujours un piège parce que c'est difficile de généraliser, c'est difficile de construire l'autre sans généraliser. Et ni les Québécois, ni les immigrants n'en sont indemnes. Vous le dites vous-même, c'est-à-dire les Québécois peuvent être enfermés dans une image stéréotypée qui peut être qui peut les desservir. C'est la même chose pour les immigrants. On va s'attendre à ce que tel immigrant agisse de telle manière en fonction de son origine. Donc, c'est lié aux préjugés, aux stéréotypes. Et est-ce que vous vous sentez investi d'une forme de mission de dire non, nous ne sommes pas tous des stéréotypes, nous sommes des êtres complexes, justement quand vous parlez d'identité? Mais je pense que la façon d'aller au-delà de l'image qu'on se fait des autres, il reste 5 minutes. Je transmets l'information. Qu'est-ce que je disais? Aidez-moi. C'est de l'eau, hein? C'est de la Vous devez être sûr palinka. que c'est de l'eau. Qu'est-ce que je disais? Je sais pas. La construction de l'autre, on s'enferme dans des stéréotypes. Oui, la meilleure façon d'aller au-delà des stéréotypes, c'est de partager des espaces communs. Découvrir les gens. C'est découvrir les gens. Voilà. C'est d'être. Puis pas juste d'être à la rencontre. C'est comme la normalité, soit de rencontrer d'autres personnes. C'est des espaces communs. C'est avant tout... L'entente, oui. Ouais. Il n'y a pas mille
endroit où on fréquente d'autres personnes, hein, c'est les lieux de travail, c'est l'école. Mhm. Et là, l'école, tu sais, c'est 11, 12, 10 années de notre vie. Hein. Ah oui. Après, la très grande majorité de notre vie, on n'est pas sur un banc d'école, heureusement ou pas. Et donc, il y a les lieux de travail, les lieux de rencontres culturelles, les lieux de loisirs. Moi, on me parlait d'escrime, d'un club d'escrime, des compétitions d'escrime. Moi, c'était aussi un univers où j'ai découvert que le monde pouvait fonctionner en français. Puis l'escrime, c'est particulier parce que la langue d'usage de l'escrime, c'est le français. Mhm. Toucher. Même au Japon, ils disent toucher, puis Oui. garde, puis après aller, puis parade, riposte. Puis dans toutes les langues, c'est intéressant. Mais au-delà de cette particularité-là, le milieu de l'escrime québécois, de ce petit loisir-là qui était partagé par quelques centaines de personnes au Québec, ça se passait en français. Fait que c'est normal. Fait que j'ai comme découvert un espace aussi où c'était normal. Et c'est là où j'ai rencontré beaucoup des gens de toutes sortes de milieux autres que sociaux, culturels, mais sociaux aussi. Et c'est drôle parce que quelqu'un m'a dit dernièrement qui est allé dans une compétition d'escrime, puis que ça se passait en bilingue, puis en anglais, puis Ah oui. aujourd'hui. Donc, Terrible. donc la démographie, ça maudit. C'est pas, quand je dis qu'il ne faut pas prendre nos expériences il y a quelques décennies pour dire « Ah, ben la solution, c'est que tout le monde fasse de l'escrime, puis ils vont se franciser. » On peut essayer? On peut essayer, c'est un beau sport, Mais mais c'est pas sûr qu'ils vont se franciser nécessairement. Non. Puis au Japon, ils connaissent les termes en français, mais ils ne parlent pas français. Même les escrimeurs. Donc, je parle beaucoup. Hein? Non, c'est très bien. Vous Mais écrivez. est-ce qu'il y aura une période de Et questions j'aurai des là-dessus? questions, justement. Et avant d'y passer, je vous remercie pour ce bel ouvrage. Vous allez pouvoir l'acheter demain. Je vous fais de la publicité, c'est très bien. Et merci beaucoup à Coche parce que c'est extrêmement rafraîchissant de rencontrer un immigrant québécois qui a de belles choses à dire, qui parle bien du Québec parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, je pense aussi qu'un immigrant parfait, c'est peut-être un immigrant reconnaissant aussi. Laissons aux gens de juger. D'accord. Mais merci François pour des questions sur lesquelles j'ai beaucoup empiété, là, mais c'est ça, un immigrant qui a en toute la Un place. immigrant parfait. Voilà. Excellent. Une bonne main d'applaudissements pour Akosh Ferbocci et François Haas.